Mogadel 24 News, il est 19h, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, guerre au Moyen-Orient. Des pays européens discutent avec Téhéran afin d'obtenir des autorisations pour franchir le détroit d'Ormuz après le passage de navires en provenance de pays d'Asie de l'Est, notamment de la Chine, du Japon et du Pakistan. Nous n'avons aucune confiance en Washington, c'est ce qu'a déclaré ce samedi le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi, précisant rester néanmoins ouvert à des négociations sérieuses. Et puis nous irons en Cisjordanie occupée où les agressions de colons contre les civils sont de plus en plus fréquentes. Un jeune Palestinien a été assassiné par balle lors d'une attaque au nord de Ramallah. Gazoduc transsaharien, un modèle unique d'intégration continentale. L'Algérie réitère son engagement en faveur de la coopération et du multilatéralisme afin de promouvoir un développement global et inclusif. Et enfin, un renforcement des relations sino-russes. Le président Vladimir Poutine se rendra en Chine les 19 et 20 mai prochains pour une visite officielle quelques jours seulement après le passage à Pékin du dirigeant américain Donald Trump. Bonsoir à toutes et à tous, on entame cette édition avec les récents développements dans la guerre au Moyen-Orient. La télévision d'État iranienne a affirmé ce samedi que des pays européens étaient en discussion avec Téhéran afin d'obtenir des autorisations pour franchir le détroit d'Ormuz, et ce après le passage de navires en provenance de pays d'Asie de l'Est, notamment de Chine, du Japon et du Pakistan. Dans la matinée, le chef de la commission parlementaire sur la sécurité nationale, Ibrahim Azizi, a indiqué que le pays avait mis en place un mécanisme professionnel de gestion du trafic dans le détroit qui serait bientôt opérationnel. Seuls les navires commerciaux et les parties coopérant avec l'Iran en bénéficieront. Après le passage de navires en provenance de pays d'Asie de l'Est, notamment de Chine, du Japon et du Pakistan, nous avons reçu aujourd'hui des informations selon lesquelles des Européens ont entamé des négociations avec la marine des gardiens de la Révolution. Et pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'est dit ouvert à des négociations sérieuses, néanmoins sans aucune confiance dans les États-Unis, qui constituent selon lui le principal obstacle à tout effort diplomatique. Ajoutant lors d'une conférence de presse à l'occasion de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à New Delhi que le processus de médiation mené par le Pakistan n'avait pas échoué, mais qu'il restait en difficulté. Et puis l'Irak a exporté 10 millions de barils de pétrole via le détroit d'Ormuz en avril, contre environ 93 millions de barils par mois avant la guerre contre l'Iran. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le nouveau ministre du pétrole du pays, Bassem Mohamed. Je vous propose de l'écouter. Auparavant, nous exportions 93 millions de barils par mois via le détroit d'Ormuz. Au cours du 4e mois, nous n'avons pu exporter qu'environ 10 millions de barils. Nous avons cherché des alternatives par la route du Nord et avons redirigé une partie du pétrole de Bassoura vers Kirkouk. Nous avons également utilisé le pétrole de Kirkouk destiné aux raffineries, soit environ 200 000 barils par jour, et l'avons exporté par le port de Ceyhan. On reste au Moyen-Orient, zoom à présent sur le génocide sioniste qui perdure à Gaza. Le bilan s'est encore une fois alourdi ce samedi, s'élevant à 72 757 martyrs et 172 645 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 13 civils ainsi que 57 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la bande au cours des dernières 24 heures, précisant que des milliers de victimes se trouvent encore sous les décombres. Et les Palestiniens de Gaza ont organisé ce samedi des funérailles pour le chef du Hamas et chef de sa branche militaire, Azdin Haddad, tombé en martyr la veille suite à un bombardement aérien sioniste.
Ils étaient donc nombreux à escorter le corps du martyr jusqu'à sa dernière demeure. Cet assassinat est un acte lâche perpétré par Netanyahou et surtout par les États-Unis, qui sont complices d'Israël dans cet assassinat. Ils ne tolèrent aucune résistance. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils ne veulent aucune résistance, aucune tentative de libération du pays. Jour et nuit, nos enfants ont peur du bruit des avions, des bombardements, des bombes et de ce que font les Juifs. Et puis c'est dans la tristesse et le désarroi que les funérailles de cet autre Palestinien dont un enfant tombé en martyr vendredi ont eu lieu plus tôt dans la journée. Je vous propose d'écouter ces témoignages. J'ai entendu des explosions, alors j'ai appelé un ami et je lui ai demandé « Que se passe-t-il » Il m'a dit « Ils ont touché l'immeuble El-Mu'taz ». Mon beau-frère habite dans cet immeuble. Alors je suis allée voir et j'ai été bouleversée d'apprendre qu'il avait été tué. Lui et sa femme assistaient à un mariage et venaient de rentrer. Ils se trouvaient à l'entrée de l'immeuble lorsque l'explosion a eu lieu. Que Dieu leur fasse miséricorde. Israël n'a cessé de tuer jour et nuit depuis qu'il a pris ses otages. Ils ont pris leurs otages et ont continué à tuer partout. Mon message au monde est le suivant. Soutenez-nous, dénoncez l'injustice dont nous sommes victimes et mettez fin à la brutalité d'Israël. En parallèle, les violences en Cisjordanie occupée s'intensifient. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé le martyre d'un jeune homme assassiné par des tirs sionistes dans le gouvernorat de Jenin. Selon le ministère, Nourdin Kamal Hassan Fayyad, 34 ans, a été assassiné à l'entrée du camp de déplacés de Jenin. Et un jeune Palestinien a été assassiné par balle lors d'une attaque de colons sionistes près de Sinjil et Jiljilia mercredi au nord de Ramallah. Les assaillants étaient accompagnés de soldats sionistes qui tiraient sans discernement sur les civils. Les agressions meurtrières de plus en plus fréquentes en Cisjordanie occupée. Amalam Zenzetoune. Alors qu'il tentait de récupérer son bétail volé par les colons, Youssef Ali Kabna, un adolescent de 16 ans, a été tué. Il est mort de ses blessures après qu'un soldat sioniste lui a tiré dessus. 4 autres Palestiniens ont été blessés. C'est le bilan d'une attaque coordonnée menée le 13 mai par des colons armés et des soldats sionistes sur les villages de Sinjil et Jiljilia près de Ramallah en Cisjordanie occupée. Les colons sont devenus de plus en plus agressifs, s'emparant du bétail des voitures et des tracteurs, démolissant et incendiant des maisons. Nous avons atteint un stade dangereux, allant jusqu'à tuer des jeunes. Hier, il y a eu un martyr dans la région de Jiljilia. Ils savent que s'ils s'emparent du bétail et suppriment la seule source de revenus, la raison pour laquelle les Bédouins vivent dans le désert et aux abords des villages, alors ils seront anéantis et n'auront plus d'endroit où vivre. C'est pourquoi ils ciblent ce secteur vital. Protégés par les soldats de l'armée d'occupation complice, les colons ont volé des centaines de moutons, de chèvres et de vaches appartenant à des agriculteurs palestiniens. Les soldats ont violemment empêché les agriculteurs palestiniens de se défendre contre les colons pour récupérer leur bétail volé sous leurs yeux. L'armée protégeait directement les colons avec une jeep militaire devant le troupeau de moutons et une autre derrière. Les colons menaient le troupeau lorsque les habitants de la région tentaient de sortir pour vérifier l'état de leurs moutons sur la route principale. L'armée et les colons ont ouvert le feu sur tout ce qui bougeait dans les environs. À ce moment-là, les soldats ont avancé. Il y a eu 4 blessés par balle en caoutchouc et un blessé par balle réelle. 3 jeunes hommes de la communauté bédouine de Kaabnah ont été arrêtés sur place. Une attaque coordonnée contre les communautés agricoles locales que l'autorité palestinienne condamne fermement et qualifie de politique d'annexion et de déplacement forcé. Le drapeau palestinien a flotté bien haut ce samedi dans les rues de Londres à l'occasion d'une impressionnante marche organisée en commémoration du 78e anniversaire de la Nakba.
Ils étaient des milliers, drapeaux palestiniens et pancartes à la main, à protester contre le génocide sioniste à Gaza, appelant à la libération de la Palestine, de la rivière jusqu'à la mer. Au Liban, des avions de guerre de l'armée d'occupation sioniste ont mené des frappes contre le sud du pays ce samedi. Selon l'agence de presse libanaise, plusieurs localités dans le district de Saïda ont été ciblées par des frappes successives. Des attaques violentes qui ont fait, selon cette même source, un certain nombre de blessés. Et ce, malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 17 avril dernier. À Beyrouth, la capitale, la vie reprend peu à peu son cours. Les habitants ont salué ce samedi la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu, exprimant leur soulagement, mais insistant sur le fait qu'il devait mener à une paix durable après des décennies de conflits. Évidemment que je suis pour la paix, absolument pour la paix, à 100%. Personne n'aime la guerre. Tous ces gens qui sont morts, les enfants, personne n'est favorable à la guerre. Mais on aspire à une paix durable. Pour moi, c'est trop tard. Cette paix a coûté tant de vies, tant de destruction et de souffrance. En tant que Libanais, nous n'en avons jamais eu besoin. Je veux dire, ça fait combien de temps? Presque 40 ans de guerre, guerre après guerre. Nous reconnaissons que ce cessez-le-feu mènera inévitablement à un véritable cessez-le-feu dans le sud, car la situation actuelle est déchirante. Ces destructions et ces ravages ne sont pas le fait du Liban, mais servent des intérêts étrangers. Après 40 ans, il est temps que l'État reprenne le contrôle de ses décisions et que le peuple libanais vive dignement. Les expatriés doivent rentrer. Le pays offre d'immenses opportunités d'investissement. On ouvre notre dossier africain de ce soir avec les élections législatives en Algérie. L'autorité nationale indépendante des élections a rappelé vendredi dans un communiqué aux listes de candidats au scrutin du 2 juillet prochain que le dernier délai de dépôt des formulaires de signature individuelle et des dossiers de déclaration collective de candidature a été fixé au 18 mai à minuit. Et puis on en parlait tout à l'heure en titre, l'Algérie a affirmé que le projet de gazoduc transsaharien constituait un modèle unique d'intégration continentale. Lors d'une réunion du Conseil économique et social de l'ONU consacrée à la sécurité des flux énergétiques et des approvisionnements, la mission permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a mis en avant l'engagement de l'État algérien, soulignant l'importance stratégique de ce projet pour le développement durable des pays de transit. La mission a également réitéré l'engagement de l'Algérie en faveur de la coopération et du multilatéralisme afin de promouvoir un développement global et inclusif répondant aux aspirations des générations futures. Notre approche au plan régional et international passe par différents projets. Nous avons un projet transsaharien, par exemple, qui permet le développement durable des pays de transit. Avec nos différents partenaires, nous appuyons la vision d'un partenariat gagnant-gagnant. La mission algérienne à l'ONU a par ailleurs énuméré les grands projets de transformation lancés par le pays dans le cadre d'une politique nationale globale et intégrée visant à renforcer la sécurité énergétique et dont le volume des réalisations s'élève à ce jour à 7 milliards de dollars. L'Algérie est attachée à améliorer la sécurité énergétique en renforçant ses capacités. Nous avons initié de grands projets dans le secteur pétrochimique et des renouvelables. 7 milliards de dollars ont été investis. Nous avons également promu cette approche. La mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU à Genève a également révélé des programmes qualifiés d'ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables, dont le plus important est le projet de réalisation de 15 000 MW d'énergie renouvelable à l'horizon 2035. Nous avons comme objectif de générer
15 mégawatts grâce à un projet énergétique. Nous avons lancé un projet pour le solaire qui nous permet d'accroître notre production énergétique. Ces efforts, en plus de nos politiques nationales, nous ont permis d'améliorer la couverture électrique. Sahara occidental, la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme a participé aux travaux de la 87e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'est tenue dans la capitale gambienne, Banjul. Dans ce contexte, le coordinateur du comité sahraoui des droits de l'homme en Europe, Hassan Hamilid, a souligné le grave danger que représente la situation actuelle des droits de l'homme et la situation humanitaire dans les territoires occupés de la République sahraoui, expliquant que cette détérioration survient dans un contexte d'escalade des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés par la puissance occupante marocaine. Il ajoutera que les forces répressives marocaines continuent de mener une politique de vengeance et de violation systématique qui comprennent la violence, la torture, les arrestations, les sièges, les procès inéquitables, ainsi que le harcèlement constant des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des militants sahraouis qui réclament le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. L'ambassadrice de la République d'Angola en Allemagne, Maria Isabel de Rezende, a reçu ce samedi le représentant du Front Polisario en Allemagne, l'ambassadeur Mohamed Mamoun Ahmed, dans le cadre d'une réunion qui a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur les derniers développements politiques liés au processus de décolonisation au Sahara occidental, notamment au niveau des Nations Unies, de l'Union africaine et des décisions de la Cour européenne. Crise sanitaire en Ouganda. Le pays a confirmé vendredi l'apparition d'un foyer du virus Ebola, hautement contagieux suite au décès d'un patient infecté. Le ministère de la Santé ougandais a déclaré dans un communiqué que l'épidémie concerne la souche Bundibugyo, précisant qu'il s'agissait d'une infection importée de la République démocratique du Congo. De son côté, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que l'organisme soutenait la République démocratique du Congo dans ses efforts pour contenir l'épidémie d'Ebola dans le nord-est du pays, déclarant que l'OMS était au courant de 13 cas confirmés par un laboratoire de Kinshasa, alors que les centres africains de contrôle et de prévention de maladies ont déclaré que l'épidémie avait causé 65 décès sur 246 cas suspects recensés jusqu'à présent. J'ai eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, M. Roger Kamba, concernant la nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola dans la province d'Ituri, au nord-est du pays. L'OMS a actuellement connaissance de 13 cas d'Ebola confirmés par l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa. Le 5 mai, l'OMS a été informée de cas suspects et a dépêché une équipe en Ituri afin d'appuyer les autorités sanitaires de la RDC dans leur enquête et de prélever des échantillons sur le terrain, dont les premiers tests se sont révélés négatifs pour le virus Ebola. En France, le chanteur marocain Saad El-Mjarrad a été condamné vendredi à 5 ans de prison pour le viol d'une jeune femme rencontrée à Saint-Tropez en 2018 à l'issue d'une semaine de procès à huis clos devant la cour d'assises du Var. Il a également été condamné à verser à la victime 30 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros de frais d'avocat. Conflit russo-ukrainien, une personne à bord de son véhicule a été tuée ce samedi dans une attaque de drone ukrainienne dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. C'est ce qu'ont indiqué les autorités régionales. À noter que l'Ukraine et la Russie ont repris dans la nuit de lundi à mardi leurs frappes respectives après l'expiration d'une trêve de 3 jours négociée sous l'égide des États-Unis à l'occasion de commémoration en Russie de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Je vous le disais en titre, le président russe Vladimir Poutine se rendra en Chine les 19 et 20 mai prochains pour renforcer le partenariat stratégique avec ce pays allié, quelques jours après une visite à Pékin du dirigeant américain Donald Trump. Ce déplacement intervient par ailleurs au moment où des efforts diplomatiques engagés sous l'égide de Washington afin de trouver une issue au conflit en Ukraine sont au point mort en raison notamment de la guerre au Moyen-Orient. Et puis la Chine a appelé les États dotés de l'arme nucléaire à rapatrier leurs armes nucléaires déployées à l'étranger et à ne plus déployer sur des territoires étrangers. C'est ce qu'a déclaré vendredi un représentant chinois lors d'une conférence de l'ONU. Concernant les accords de partage nucléaire, la Chine estime que cette question ne se limite pas au désarmement nucléaire, mais doit également être examinée sous l'angle de la prévention de la prolifération des armes nucléaires. Alors même que certains hauts responsables gouvernementaux de pays concernés ont tenu des propos favorables au nucléaire, il est d'autant plus nécessaire que l'Agence internationale de l'énergie atomique accorde une plus grande importance au déséquilibre entre l'offre et la demande de matière nucléaire et renforce la recherche. Cela implique notamment d'adapter rapidement et avec souplesse les mécanismes de surveillance des États concernés et de mettre en place des mécanismes d'alerte précoce afin de prévenir tout manquement au traité. Cette tragédie survenue en Thaïlande, un bus et un train sont entrés en collision ce samedi après-midi à Bangkok, faisant au moins 8 morts selon les médias locaux. Plusieurs autres voitures et motos ont également été impliquées dans l'accident. Ce que nous pouvons confirmer, ce sont les 8 décès signalés. Toutes les victimes se trouvaient dans le bus. Nous avons pu déterminer leurs places respectives. Et normalement, la barrière du passage à niveau doit pouvoir s'abaisser. C'est le principe de base. Qu'elle soit coordonnée ou non, la barrière doit s'abaisser avant qu'un signal ne puisse être donné. Mais cette fois-ci, elle n'a pas pu s'abaisser. Le signal n'a donc pas pu être donné. Alors pourquoi le bus a-t-il quand même foncé? C'est pourquoi j'ai dit que je devais d'abord examiner la boîte noire. Avis aux amateurs d'air frais et de frissons à l'occasion de la 5e édition de l'Algeria Bike Week qui se déroule en ce moment à Alger. Des milliers de motards se sont rassemblés pour un grand défilé lors de cet événement annuel qui allie passion pour la mécanique, tourisme et sensibilisation. Les détails avec Maria Schouer. Pour sa 5e édition, Algeria Bike Week transforme Alger en point de rencontre entre passionnés des deux roues. Des milliers de bikers venus des 4 coins du pays et même de l'étranger se retrouvent pour partager bien plus qu'un simple loisir. Un véritable mode de vie, une même passion qui rassemble. Ici, il n'est pas question d'âge, de région ou même de différence, seulement d'une même adrénaline. La 5e édition de la Bike Week. Il s'agit de la 5e édition de la Bike Week qui se tient cette année à Alger, après celle de l'an dernier à Oran où le nombre de participants avait atteint environ 10 000. Cette année, on constate une forte participation féminine avec près de 120 motards. D'année en année, l'événement prend de l'ampleur. Après Oran l'an dernier, Alger accueille une édition marquée par une participation record et une présence féminine de plus en plus forte. Chaque année, cette Bike Week est organisée et nous sommes là, présentes et actives, pour montrer aux gens qu'il n'y a aucune différence entre les femmes et les hommes. Nous sommes égaux. Nous partageons tous ensemble le plaisir de ce sport, car quand on aime quelque chose, on y excelle. D'autant plus qu'il s'agit aussi d'un moyen de transport. Chacun trouve son bonheur dans un sport particulier. Certains dans la conduite automobile, d'autres dans la moto. C'est donc la même chose. Et autour des motards, tout un public vient vivre l'expérience. Familles, curieux, amateurs de sensations et passionnés de mécanique, tous attirés par cette atmosphère unique où se mélangent liberté, vitesse et convivialité.
Je suis venu ici pour assister à cet événement qui rassemble des participants venus de tous les pays. Nous sommes venus admirer leurs talents et leurs figures. Des motards sont également venus d'Europe et d'autres pays et c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Des familles sont venues profiter de l'événement elles aussi. Et pour résumer, tous ceux qui viennent ici passent vraiment un bon moment car on y trouve des motos de toutes sortes. Et même si l'événement s'achève aujourd'hui, Alger continue de vibrer au rythme des moteurs, des rencontres et d'une même envie, repartir déjà vers la prochaine édition. Et d'ici là, les routes restent ouvertes et la passion, elle, ne montre aucun signe de ralentissement, parce qu'ici, la passion de Algeria Bike Week continue de rouler. En tout cas, ça donne envie d'aller faire un tour en moto. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.